copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Vous le savez, il y a quelques semaines, on a lancé un nouveau format, version interview, pour parler des films directement avec ceux qui les font. Du côté de l'équipe, aujourd'hui, je suis accompagnée de Stéphane. Hello Stéphane. Salut Clémence. Et Eric. Salut Eric. Salut. Et puis on n'oublie pas notre PTT, notre producteur tout-terrain, grâce à qui on peut enregistrer partout. Salut Alain. Notre invité du jour, il est français, il a 32 ans et il multiplie les casquettes. Auteur de 5 romans policiers, dont un prix SNCF du Polar décroché en 2013, scénariste notamment pour Julien Leclerc et Jalil Lesper, et réalisateur du film Bluebird sorti en 2020. Aujourd'hui, il vient nous parler de son second long métrage, Sons of Philadelphia. Bonjour Jérémy Gouez. Bonjour, salut à tous. Merci de m'accueillir. Aujourd'hui, tu viens donc nous parler de Sons of Philadelphia, une histoire de mafia, de famille, de trahison et de temps qui passe. On y suit les trajectoires de Peter et Michael, cousins presque frères au sein de la mafia irlandaise de Philadelphie. Ce film est adapté du livre Brotherly Love, un amour fraternel de Pete Dexter. C'est ton second film, mais le tout premier à sortir sur grand écran. À cause du Covid, le précédent était sorti directement en VOD. Sons of Philadelphia, il sort en salle ce mercredi 26 mai. Alors ça doit être un vrai soulagement. Ouais, vraiment. D'un point de vue juste spectateur que les salles rouvrent, ça fait déjà plaisir, indépendamment du fait que je sorte un film. Et on commençait à trouver le temps long, à se demander si ça allait impacter l'envie des gens ou quand on voit ce qui peut se passer dans d'autres pays ou quoi. Mais ouais, c'est cool, impatient, ouais, forcément. Elle a commencé par te tutoyer, donc du coup... on peut se tutoyer, on tutoie tout le monde dans Sale Temps. C'est bien. Moi, j'avais une première question. En fait, tu es écrivain déjà à la base, et du coup, tu te retrouves en tant que cinéaste à adapter un autre écrivain. Ouais. Qu'est-ce que ça implique, et surtout pour toi, comment est-ce que... Enfin, c'est une double question, du coup. Comment est-ce que tu as découvert ce roman ? Et pourquoi tu as voulu l'adapter comment j'ai découvert ce roman ? C'était après mon second roman, Balancé dans les cordes, qui a une petite partie boxe. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu devrais lire ce bouquin de Pete Dexter qui effleure un peu la boxe sans traiter de ça. » Et je connaissais d'autres livres de Pete Dexter, qui est un immense auteur. Et j'ai spécialement accroché sur celui-là. Donc... C'est toujours un peu particulier d'adapter un auteur qu'on admire. Pour moi, Pete Dexter, c'est un des plus grands romanciers, en tout cas dans le noir contemporain. Et il a la seule chose qui m'a rendu possible le fait de me dire à un moment, peut-être une adaptation, c'est possible, c'est qu'il est très... il est très relâché dans sa manière d'écrire, Pete Dexter, ce qui est assez bluffant de faire des tout petits shaders et des petits concentrés assez exceptionnels. Il y a pas le côté monumental, Elroy, 700 pages, par où je vais prendre le truc. C'est vraiment des petites touches de vie sur les personnages. On comprend pas très bien comment il organise ses épisodes dans le temps, et à la fin, ça fait un tout cohérent, et il y a vraiment un côté vortex dans chacun de ses livres. Et en même temps, j'étais un peu paralysé par la perfection du livre. En même temps, c'est suffisamment un geste, et c'est suffisamment aride pour pouvoir essayer de greffer un imaginaire de cinéma dessus. Donc c'était un peu... J'étais partagé entre les deux sentiments, et finalement je me suis dit, il me parlait tellement le livre que j'ai eu quand même envie de le faire, même si je me suis pas dit le livre c'est peut-être un peu différent de Bluebird que j'avais tiré d'un autre livre. Là, là je trouvais vraiment le bouquin parfait en tant que tel, et j'ai choisi d'en creuser peut-être une ou deux lignes directrices en les modifiant à peine, mais je me disais pas, c'est un bouquin qui
qui a une proposition ou des personnages chouettes, mais le reste tient pas la route. Là, le livre, qu'on s'entende bien, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Mais voilà, il est suffisamment aride pour qu'on puisse venir y greffer l'imaginaire qu'on veut, j'avais l'impression, en tout cas. D'accord. Et moi, j'avais une question aussi par rapport... Alors, j'ai pas lu le livre, pour le coup, mais j'avais une question par rapport vraiment à la structure du film, en fait. Il y a un point qui est intéressant, c'est cette manière d'utiliser le flashback pour progressivement dévoiler la psychologie, on va dire, du personnage principal et les raisons de passer à l'action, on va dire. Je veux pas forcément spoiler le film, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que vraiment, il y a une idée, on va dire, alors plus développée, mais un peu à la Léon quand il utilise le flashback dans Il était une fois dans l'Ouest, mais qui est beaucoup plus développé parce que c'est vraiment très symbolique et visuel chez Léon, alors que là c'est vraiment des scènes entières. Et du coup je me demandais en fait si c'était quelque chose qui était dans le roman ou c'est quelque chose que tu as apporté en fait dans la structure et que tu t'es dit je vais vraiment me concentrer sur ça pour faire fonctionner le film émotionnellement. Non, le roman il est linéaire. Après il y a des gros sauts temporels, mais ces deux choses, c'était le prendre de manière linéaire. Enfin, rapidement, je pense qu'on aurait tourné en rond et où il aurait fallu vraiment développer beaucoup plus l'enfance et l'adolescence et en faire un truc monumental. Et ça collait plus du tout avec l'esprit du livre et ce qui m'avait plu. Mais j'avais l'impression qu'en prenant, Mathias et son gabarit un peu de mâle alpha et en le voyant se faire dominer physiquement, psychologiquement et perdre toutes les confrontations du début de film et pas avoir le droit de citer face à son cousin. J'avais l'impression qu'on aurait envie de savoir comment on peut arriver à une psychologie si torturée et contradictoire et que à partir de là on pouvait dévoiler un micro-épisode du passé, parce que c'est beaucoup plus diffus sur le roman, même l'enfance avant l'adolescence. Et j'avais l'impression qu'on pouvait expliquer le morcellement de sa psychologie et l'extermination de sa famille pour aller se greffer sur celle de son cousin à partir de petites touches traumatiques de quand il était enfant. Il y avait aussi un point d'entrée, évidemment il y a le roman en soi, mais il y a un point d'entrée, toi t'es européen, t'es d'ici, et du coup en fait il y a cette idée d'aller faire un film américain. Alors en l'occurrence c'est un film ici, mais ce que je veux dire en fait c'est que c'est un film américain dans le sens où ça se passe là-bas, dans cet univers-là. Et par exemple en fait, sans forcément comparer par exemple avec un Little Odessa ou quelque chose comme ça qui est un film de quartier, j'ai envie de dire un peu comme celui-là. Tout à fait. Le truc c'est que sur un Little Odessa en fait James Gray c'est son histoire lui, ça vient de là. C'est-à-dire qu'en fait, donc du coup, il y a quelque chose de totalement... Mais toi, c'est quoi ta porte d'entrée dans cet univers que tu connaissais pas forcément à part à la lecture du roman? Non, j'avais pas c'est sûr que j'avais pas de porte d'entrée autobiographique du tout. Après, moi, mon ambition, en fait, je savais pas... J'arrivais pas à l'adapter ici, j'avais envie de le faire là-bas, sachant que là-bas, avant d'aller à Philadelphie, j'étais bloqué par le côté film de mafia et tout ça. Le livre est pas du tout ça, et je voulais pas que le film devienne ça, et... Je voulais que ce soit l'histoire de deux types qui sont gangsters parce que leurs parents l'étaient et qui vont régler à travers ça une histoire de famille. Et en allant à Philadelphie, en voyant comment c'était dur et un peu éclaté la délinquance par quartier, je me suis dit je comprends pourquoi le livre se passe ça, sachant qu'en plus il se passe quelques décennies en arrière et qu'aujourd'hui c'est encore pire, il y a quasi plus rien de ce qu'on imagine des factions mafieuses et tout ça. Et visuellement, il y avait quelque chose un peu aussi d'anti-spectaculaire, un côté quartier briques rouges qui ressemblait un peu à... Je sais pas, il y a certains quartiers, ça aurait pu être Manchester ou Liverpool si j'avais vu en photo, ça m'aurait pas... Ou même dans le nord de la France, quasi. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui me parle des personnages et plus des références de cinéma européen, presque. Je pensais, j'ai pensé à des personnages de films de Sautet ou de Jacques Demy, en tout cas les premiers qui flirtent un peu avec le film noir ou qui ont des lignes directrices qui pourraient appartenir au film de genre. Et j'ai construit l'imaginaire du film comme ça, pas du tout dans la mythologie américaine. C'est pour ça que ça me fait sourire quand les gens, en bien ou en mal, disent c'est un hommage au film de gangster fait par les réalisateurs italo-américains du Nouvel Hollywood, ou alors c'est complètement raté parce que ça a déjà été mieux fait. C'est marrant que, en bien ou en mal, c'est
c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Ouais, c'est un comparatif en fait quasi obligatoire. Ouais, quasi obligatoire, gens, mais qui est un flingue en fait. Ouais, mais qui est en plus le truc, c'est que je sais pas, le film de mafia, c'est pas un genre en soi. Le film de gangster, si on prend le film de gangster et qu'on rentre le film de mafia dedans, qu'est-ce qu'on met Est-ce qu'on met les films de braquage dedans? Est-ce qu'on met est-ce que le Scarface de Hawks ou je sais pas, il y a un truc où celui de Palma, est-ce qu'on les met avec à côté du Parrain et des films de Scorsese? Comment on classe Mean Street par rapport aux films plus opératiques, aux Affranchis et à Casino? Ouais, c'est une manière de les classer en fait, mais c'est vrai qu'ils sont pas forcément à part les acteurs communs, à part c'est ça, les en trucs fait. comme ça. Ouais, et en fait, c'est pas à chaque fois, mais j'ai pas l'impression que ce soit un genre en soi. En tout cas, moi, dans ma tête, c'est souvent des films qu'on. Alors à la rigueur, les films sur la mafia italo-américaine, je pense que c'est un truc assez auquel on peut s'identifier, gros budget et tout ça, mais je sais pas, une fois en Amérique, c'est des juifs et je sais pas, et les films de gangsters des années 40, c'est plus des films de personnages, je sais pas, l'ex Diamond ou le premier Scarface ou les fantastiques années 20 de Walsh, c'est-à-dire que c'est compliqué pour moi de tout mettre dans un sac. Ouais, c'est pas le film d'horreur, ou c'est pas le film de sabre, ou c'est pas le western, c'est même pas le western qui a plein de sous-genres en soi, mais où on peut à peu près ranger les catégories. Ouais. Mais là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as une grosse culture littéraire. Comment dire, qui vient du roman de gare, j'ai presque envie de dire. Voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour le coup, ton appétence pour ça, généralement c'est très sec, et là les films sont assez secs aussi, hein, mais ce que je veux dire par contre, c'est qu'en général ils sont beaucoup moins intimistes, c'est beaucoup plus spectaculaire et direct en fait ce genre de roman, et toi pour le coup tu cherches vraiment le côté intimiste de tes personnages, et là je pense vraiment à la fois à Bluebird, qui est peut-être un petit peu plus musclé on va dire dans l'absolu, mais qui aussi en fait fonctionne sur une forme d'intimisme, vraiment de temps qui passe. Et que tu laisses faire en fait, si tu veux, que tu laisses s'installer en fait. Non mais c'est vrai ce que tu dis. Même dans le genre, je pense que j'ai une tendresse particulière pour les livres de personnages qui n'ont pas forcément des intrigues spectaculaires, mais où on est vraiment collé aux gens, quoi. Et c'est dur de proposer ça au cinéma, mais je sais pas, moi c'est ce qui m'émeut en tant que spectateur, donc j'ai pas l'ambition de faire un truc monumental. Ça me fait plutôt rire les Italiens et les Irlandais, ça veut plus rien dire aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui le prennent premier degré en me disant on l'a déjà vu 1000 fois, mais justement c'est ça qui est même dans le bouquin qui date des années 90, c'est déjà du millième degré. Dans quel sens? Quand on parle de ces clans, c'est-à-dire qu'on s'y réfère alors que c'est des familles qui sont là depuis plus d'un siècle, et puis ça veut plus rien dire aujourd'hui. La mafia et le crime organisé, c'est vraiment un truc, c'est presque une imagerie de cinéma en fait. C'est ça, c'est des codes culturels quoi maintenant, plus que... exactement, qu'une réalité économique. Non, voilà, c'est pour ça que c'était drôle Enfin... Le film, c'est une manière d'utiliser ces codes de film pour dire c'est pas du tout ça ce que vous allez voir. Et les rouges contre les bleus, c'est une manière sommaire de résumer ce genre de film, et à chaque fois, c'est. Et toutefois, est-ce que tu penses pas que les gens voient aussi ça, parce qu'il y a cette idée que même s'ils sont cousins de manière un peu par alliance, il y a quand même cette idée que c'est des frères, il y a quand même cette idée que la famille, en fait, elle est quand même au centre du sujet totalement, et que du coup, c'est aussi quelque part quelque chose qui est ressorti du cinéma de Scorsese en fait, que lui utilise beaucoup, et c'est peut-être pour ça aussi que par des voies détournées, d'un seul coup les gens te catégorisent par rapport et te comparent, alors que justement il faudrait pas forcément partir dans cette direction là avec ce film là quoi, en fait, à ce type de cinéma. Si sans doute, mais encore une fois, moi mon Scorsese préféré c'est Mean Street, donc je comprends à la rigueur ces personnages là et le côté les types un peu bracassés d'un quartier, le côté chronique, c'est quelque chose qui me touche plus que ces autres films qui sont des chefs-d'œuvre aussi, en tout cas ces films de voyous, mais qui sont très opératiques, qui racontent autre chose, de l'opulence, de l'ambition, de l'Amérique. C'est indépendamment d'aimer ou pas aimer, c'est une autre
entreprise en termes de tout, d'envergure, de lumière, de déco, de jeu, c'est complètement autre chose. C'est un autre style aussi. Mais d'ailleurs, à ce propos, c'est intéressant que tu parles de Sautet là-dessus. C'est quelque chose, pendant que je regardais le film, j'avais du mal à situer son budget, parce qu'il y a dans la mise en scène, de manière radicale, un centrement sur les acteurs tout le temps. Et il y a cette scène, en fait, bon là elle spoil rien donc je peux en parler, où autour d'un cheval, on voit même pas le cheval en fait, tellement on est sur les acteurs tout le temps, et en fait je trouve que ça représente bien en fait le film, qui reste concentré non pas sur des effets spectaculaires mais sur des portraits de personnages. Et donc je voulais savoir là-dessus si donc du coup j'avais du mal à identifier, parce que la sobriété du style était assez uniforme, quel était le budget du film, et où vous l'avez tourné aussi. Est-ce que vous l'avez tourné aux États-Unis, où j'ai vu qu'il y avait pas mal d'argent belge aussi. Est-ce que vous avez tourné une partie en Belgique? On a fait un peu de studio en Belgique, d'accord. On a fait des États-Unis. D'accord. Et le budget du film, c'était quoi? C'est un peu en dessous de 5 millions. D'accord, ok. Et en fait, dans cette optique-là, donc c'est très intéressant que tu parles de Sautet. Moi, ça me permet de mieux comprendre effectivement ce que tu voulais faire. Comment tu as réussi à placer les actes vis-à-vis du roman initial? Comment tu as déterminé le rythme du film, en fait? En fait, le rythme, il est un peu... c'est l'inverse d'un rythme ludique. C'est une répétition de situations... de confrontation en bougeant un peu les angles et les focales et tout ça, pour que ça devienne de plus en plus insupportable, et qu'on voit le niveau de résilience qu'a le personnage principal, qui est beaucoup plus grand que celui du spectateur, en fait. Beaucoup des gens qui voient le film, qui l'aiment ou qui l'aiment pas, au bout de 15 ou 20 minutes, ils ont envie que ce type-là prenne d'autres décisions que celles qu'il est en train de prendre en temps réel. Et donc c'était vraiment ça le principe du film, c'était de voir... Parce qu'en plus, il y a vraiment un truc global sur la famille auquel chacun peut s'identifier, de la famille ou des amis, qui est le fait d'être mal émotionnellement, d'être abusé, de rester par culpabilité, de ne pas savoir où se mettre, et de montrer que ça peut arriver à un type qui a un physique de héros de cinéma, qui n'est pas un gringalet, ou quelqu'un qui est pas beau, qui a des problèmes de confiance en lui, et il y a un principe un peu anti-cinématographique de voir Mathias dans cette situation-là pendant longtemps. Et c'est ça que je trouvais moins intéressant. Donc le film, il s'est vraiment construit comme ça, un peu contre-intuitivement de l'imaginaire de cinéma qu'on a, de l'imaginaire des films de voyous avec des personnages très hauts en couleur, des personnalités... qui ont peur de rien, et lui c'est vraiment l'inverse de ça. On sent que finalement il est un peu mafieux malgré lui, quoi. Ça lui est tombé dessus, il fait avec, parce que on choisit pas sa famille, mais en fait s'il avait pu prendre une toute autre voie... Ouais, c'est exactement ça. En fait, moi en lisant le livre, ce que je trouvais vraiment fabuleux, c'est de me dire ça pourrait être une histoire de, je sais pas, 2 avocats ou 2 médecins qui ont hérité d'un cabinet ou d'une clinique qui étaient à leurs parents, qui ont sans doute adoré faire ça, qui ont très bien gagné leur vie en faisant ça, et qui se sont épanouis en faisant ça. Et eux, ils sont ni riches ni heureux, et ils aiment pas ce qu'ils font. Tu reprendras la boîte de papa. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et du coup, je trouvais que c'était vraiment c'était faire rentrer ce milieu-là dans un truc de normes sociales et familiales qui concernent à peu près tout le monde, je pense. À l'arrivée, quel que soit ses origines, sa culture et son niveau social. Donc je trouvais le roman hyper malin là-dessus, et c'est vraiment ce que j'ai traqué dans l'adaptation, c'était vraiment préserver ce truc-là de 2 types qui gèrent une entreprise familiale complètement à la dérive, et au fond qui n'ont pas envie d'être là, et qui vont s'écharper autour de ça sur autre chose, sur un différent qui regarde qu'eux et des drames familiaux d'avant, quoi. Ouais, j'ai une question par rapport à la logique d'adaptation, et en fait on en a un petit peu parlé au tout début, mais comme tu es écrivain toi-même en fait, et que déjà il y a déjà une problématique, j'imagine pour toi-même, même si c'est toi qui
t'es adapté pour l'instant en fait la littérature au cinéma. Ouais, c'est pas vraiment moi qui me suis adapté. Ah bon, parce qu'il me semblait que t'étais justement au scénar de Burnout et que du coup... j'ai filé un rapide coup de main sur des dialogues à la toute fin, mais non. D'accord, parce qu'il me semblait que t'étais du coup crédité. Mais c'est pas moi qui ai fait le gros du travail. Et justement, du coup, alors encore plus, à plus forte raison, c'est intéressant de savoir en fait déjà comment tu te situes par rapport à pas forcément au film en soi, mais à l'idée d'adapter, parce que c'est quand même 2 formats différents, et j'ai même envie de dire, toi t'as 3 casquettes en fait, t'es écrivain, scénariste et réalisateur, et c'est quand même 3 casquettes différentes. T'es aussi producteur aussi. Producteur à la limite, j'ai envie de dire, on peut se servir son propre plat en fait, j'ai presque envie de dire, mais par contre c'est 3 métiers vraiment différents. Et comment tu te situes par rapport à ça déjà? Et puis aussi, finalement, étrangement, en général, les écrivains en fait qui passent à la réalisation, ils s'adaptent en fait eux-mêmes. Et toi, c'est exactement l'inverse. En fait, t'es parti faire adapter les autres. Non, ça c'est sûr. Je préfère lire les autres que me lire moi-même déjà. Je pense que Pete Dexter, c'est un bien meilleur auteur que moi. Donc, si j'étais à son niveau, peut-être que je m'adapterais, mais il y a aussi je sais pas, indépendamment de la qualité, qui est déjà l'énorme premier critère pour moi, il y a la fraîcheur par rapport aux matériaux d'origine, et c'est vrai que ça avait un avantage pour moi, les adaptations, c'est que c'est des livres qui me parlaient, qui étaient pas trop monumentaux, donc je pensais pouvoir jouer avec sans trop trahir ou sans perdre la quintessence de l'œuvre, et je m'économisais aussi pour la mise en scène, sachant que je n'avais pas à me débattre avec mon propre imaginaire de narration. Et je ne sais pas si j'aurais eu déjà une idée complète de A à Z. Et je ne sais pas si j'aurais pu écrire un scénario de A à Z pour moi en tant que metteur en scène. Ou en tout cas, parce que je ne sais pas si, sans connaître bien le métier de metteur en scène, si j'aurais eu assez de souffle pour passer par toutes les étapes. Mais c'est vrai que c'est 3 métiers qui se parlent un peu en écho, qui se correspondent, qui correspondent parfois les uns avec les autres, mais c'est vrai que c'est 3 métiers hyper différents. Scénariste, ça dépend de... Quand j'écris pour les autres, je suis au service des autres, donc c'est quelque chose de complètement différent. En romancier, je suis très libre. Moi, et au cinéma, c'est vrai que d'avoir un premier cadre et de prendre les personnages des autres et de les réadapter à sa sauce, ça me permet de garder une fraîcheur pour la prépa, la mise en scène et tout ça. Mais là, en l'occurrence, sur le prochain, c'est toi qui l'as écrit. Donc du coup, tu t'adaptes toi-même pour la première fois, entre guillemets, même si c'est pas un roman en fait. On va voir. On va voir. Et c'est un polar aussi, c'est ça, toujours. Mais alors, justement, en fait, parce que mine de rien, on l'a peut-être pas dit, je crois, mais tu es assez jeune, tu vois, t'as 33 ans. Voilà, et c'est étonnant, en fait, des gens de ton âge qui ont déjà fait beaucoup mais qui ont déjà fait beaucoup de déjà plusieurs scénarios, plusieurs films, plusieurs bouquins, et qui sont en fait à ce point amateurs en fait du roman de gare, qui est un truc que j'ai l'impression qui a un peu disparu dans les années 80 donc avant que tu naisses en fait. Non, mais c'est un peu enfin, du coup, ça explique aussi comme je suis monomaniaque sur un seul thème, ça explique aussi peut-être enfin, j'ai pas exploré, je joue avec les mêmes motifs avec lesquels déjà je jouais en tant que lecteur et spectateur, donc je pense que je me suis moins dispersé peut-être que d'autres personnes, et j'ai des centres d'intérêt plus limités. Il y a peu de choses qui... À l'arrivée, même si je peux un peu tout regarder comme ça, il y a peu de choses qui m'intéressent de creuser au cinéma, en littérature ou dans la vie à côté. Donc je suis concentré sur ce que j'aime, et j'ai la chance de ne pas avoir 150 000 centres d'intérêt artistiques. Donc je pense que ça réduit aussi le champ des possibles. Mais c'est vrai que c'est un genre qui intéresse plus trop les gens. J'ai rarement rencontré des gens de mon âge à qui ça parlait, à part des fous furieux comme moi qui étaient obsédés par ça. Mais c'est vrai que sinon c'est un truc qui un peu disparu. Je suis la première génération que ça commençait à disparaître vraiment. Et surtout en fait, du coup, t'es tombé dedans comment ? Et pourquoi cette obsession en fait pour ça, quoi ? Qu'est-ce qui toi Alors c'est compliqué parce que j'ai une explication, mais elle est a posteriori, donc je sais pas si elle est juste, mais quand même, quand j'étais petit,
Un type qui travaillait plus ou moins avec mon père, qui a déménagé du jour au lendemain, qui a changé de vie et qui a laissé ses affaires. Il avait beaucoup de romans noirs, de BD, de trucs, et c'est vrai que j'allais souvent piocher là-dedans, et en commençant à lire, je me souviens, c'était même pas des carrés noirs, donc il y avait des goodies, un peu de Chester Himes, James Hadley Chase et tout, il y avait des pubs pour les paquets de clopes au dos, déjà je trouvais ça m'intriguait, et il y avait un truc de proximité avec les personnages. C'est la première fois que je voyais des types qui étaient un peu normaux, quoi, qui avaient des problèmes de couple, d'oseille, de confiance en eux, d'addiction, et automatiquement, si on regarde autour de soi, il y a plus de gens vulnérables que de Tony Stark. Donc il y avait un truc, j'étais plus ému par les trajectoires de ces personnages, et j'avais l'impression que c'était de la fiction, parce qu'après ça, c'était très dramatisé, scénarisé, mais c'était avec des gens du réel, ou qu'on pouvait effleurer du bout des doigts, et je pense que c'est ça qui m'a plu. Et après, un truc de liberté totale de ton et de situation par rapport à d'autres genres qui étaient peut-être un peu plus corsetés. Mais là, c'est un genre... Alors, est-ce que tu dirais que toi, t'étais tombé un peu dans les romans de gare à l'américaine ou à la française? Parce que, pour moi, il y a l'idée, en fait, que le film noir, c'est l'autre, avec le western, c'est l'autre grand genre américain, en fait. Et du coup, c'est vraiment les deux trucs qui ont mythologisé l'Amérique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et moi, je sais qu'en tout cas, je suis plus roman de gare américain que français, quand j'en ai lu quand j'étais gamin. Et du coup, on en a des superbes en France, hein, c'est pas le souci, mais c'est vrai que moi, je suis parti un peu là-dedans, quoi. Et je me demandais si qu'est-ce que ça évoquait pour toi, en fait, quand tu lisais ça, justement, au-delà des personnages, tout ce que ça, le genre en soi, en fait. Non, c'est vrai qu'il y a, pour les romans, je vais pas mentir, c'est vrai que les Américains, c'est peut-être 90% des lectures de romans noirs que j'ai faites et qui m'ont cassé la gueule, c'était des bouquins américains. Au cinéma, c'est moins vrai, bizarrement. J'aime autant les polars italiens, français ou japonais que les polars américains, peut-être même plus. Donc je sais pas, mais c'est vrai que c'est un genre qui est, je pense que c'est le premier, avec le western encore une fois, c'est le premier grand genre culturel américain qui s'exporte. Et c'est vrai que je pense pas qu'il y aurait eu Melville sans le cinéma américain des années 40. Totalement, bien sûr. Ouais. Donc c'est toujours... mais après j'aime bien aussi dans le genre les correspondances... Sergio Leone qui pompe Kurosawa, tout ça me parle. Les Hongkongais qui voient Melville, et puis moi, c'était la première grande vague de genre contemporaine de mon existence, c'était Hong Kong, quoi. Oui, bah oui. Je me souviens, tous les cinéastes asiatiques, je me souviens les premiers, ça devait être contemporains, je sais pas, Choi Ark, Ringo Lam, John Woo, tout ça, c'était la folie quand c'est sorti. Mais t'étais très jeune à l'époque. Mais je me souviens, il y avait les galérer pour trouver les cassettes, et après il y avait les HK. Ouais, c'est ça, les HK, là, c'était folle. Je me souviens, à toute épreuve, la HK, je pense que c'est un des trucs les plus où j'ai été le plus je sais pas, l'avoir en main, c'était j'avais jamais vu le film. Il y avait aussi un truc une balle dans la tête, elle était folle. Non, il y avait aussi ce truc de mythologie je sais plus à qui je disais ça la dernière fois, d'entendre parler des cinéastes et de pas vraiment savoir leur nom, de pas pouvoir voir d'image, et puis de tomber sur un film, parfois même pas sous-titré, et d'être comme un dingue, d'avoir la cassette, de se dire je vais rentrer, je vais la regarder. Mais c'est vrai que l'imaginaire, des romans noirs et films noirs, en tout cas la Matrice, je pense malgré tout, ça reste l'Amérique un peu avant-guerre, C'est pour ça que on est content de te rencontrer, que c'est un peu utile d'avoir des gens comme toi en France, parce qu'il y a quand même, c'est quand même un peu en train de mourir, et toi tu as l'air quand même assez spécialisé dans le cinéma de genre. J'aime bien. On va prendre une appellation large. J'ai vu il y a pas longtemps que tu avais travaillé sur une adaptation de l'affaire Grégory pour TF1, et je voulais savoir comment ça s'était passé, et si tu penses qu'en fait, dans le paysage français, maintenant, on va pouvoir, donc là j'élargis un peu la question, on va pouvoir en fait développer plus d'histoires de genre. Est-ce qu'on va pouvoir développer plus d'histoires de genre? J'ai l'impression qu'après, il y a des genres qui sont un peu à la mode ou qui inspirent les jeunes, genre l'horreur, j'ai l'impression que c'est un truc... En France? Qui est plus porteur... qu'il y a plus de cinéastes à qui ça parle et qu'on grandit avec ça. Je parle dans les jeunes. Le problème du genre, c'est qu'il y a très peu... En tout cas, pour le
il y a quand même des trucs. Le truc, c'est que je sais pas s'il y a des gens très spécialisés, mais le public aime toujours ça, le genre. De toute façon, il suffit de voir ce qui est consommé, même en plateforme ou à la télé. C'est vrai. On a toujours le problème du genre français, en fait. C'est que même nous, en fait, on va pas sauter sur des films de genre français, même si. C'est vrai. Il y a ce truc. Et après, je sais pas, j'ai l'impression quand même, en même temps, tous les cinéastes, tous les auteurs, dans leur panthéon des trucs qu'ils adorent, il y a quand même beaucoup de films de genre par rapport à des œuvres plus généralistes. Et pour TF1, c'est un peu différent parce qu'on était toute une équipe d'écriture et c'est pas... j'étais pas tout seul, mais c'est vrai que c'est des thématiques que je trouve intéressantes à chaque fois. Je sais pas, parce que depuis que j'ai commencé, tout le monde dit que ça se casse la gueule, le genre, en même temps ça marche bien, et en même temps il y a toujours ce truc de nous on n'y arrive pas. En vérité, je sais pas vraiment si les chiffres sont bons ou pas, si on est plus nul ou meilleur que les autres, si on aime ça plus que les autres ou pas. J'ai pas l'impression que ce soit un truc qui va disparaître. Il y a plein de réalisateurs européens qui ont fait des... J'élargis un peu par rapport à la France, mais qui ont fait des trucs super, qui ont voyagé. Je sais pas, les Espagnols qui font des trucs super, les Scandinaves aussi. Ouais, bien sûr. Depuis 10-15 ans, je sais pas, en France, j'ai pas de... C'est compliqué pour moi de faire un état des lieux. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est quand tu regardes des films comme, par exemple, Burnout ou La nuit qui a dévoré le monde, c'est quand même des très très petits budgets vis-à-vis des histoires qu'ils racontent. Ouais, c'est sûr. Ouais. Après, est-ce que les films sont bien ou pas? C'est ça le truc qui compte. Moi j'aime bien. Dans les deux, moi, il y a beaucoup de qualité dans les deux, en fait. Ce qui compte, c'est que ça existe, je pense. Après qu'on le fasse... Je pense que c'est pas une... Ça sert à rien de jouer... En même temps, c'est des films qui peuvent... moi, je le vois, c'est des films qui peuvent que exister dans une certaine économie. Mais ça pousse aussi les gens à être inventifs et libres. Je sais pas s'il y aurait la même liberté le ton. Je sais pas, pour parler du film de zombies, je sais pas si avec un très gros budget, on n'est pas obligé... On peut faire un film de zombies existentialiste. Et si on n'est pas obligé de se... Je sais pas, j'ai regardé le Zack Snyder sur Netflix. Je sais pas si... à un moment, l'argent dépensé à l'écran, il a un coût artistique, en fait. Presque moral aussi. À part pour Nolan ou peut-être 2-3 mecs qui se plantent jamais, donc du coup, qui ont une carte blanche quasi totale, mais c'est pas possible de faire des films à très grand budget qui ont une obligation de résultat et de pas être un peu consensuel et d'être aussi radical dans ce qu'on fait. Mais ceci dit, toi, en fait, dans ton fonctionnement, ce qui est intéressant, c'est que tu fais tes trucs tout seul aussi dans ton coin, on va dire, un Bluebird ou un Sons of Philadelphia, mais par contre, t'as pas du tout de problème à t'adapter, en fait. Par exemple, l'affaire Grégory, déjà, je pense que c'est beaucoup moins ramassé comme histoire. Enfin, c'est quand même beaucoup plus tortueux que ce que tu fais, quoi, beaucoup moins linéaire, quoi. Mais il y a aussi l'idée que, par exemple, tu travailles pour d'autres cinéastes et tu t'arrives à quand même malgré tout, toi qui as l'habitude de te servir toi-même, en fait, t'arrives malgré tout à t'adapter parce que, par exemple, je pense à Boîte Noire avec Yann Gozlan, ce genre de choses, en fait, ça peut être... c'est des cinéastes qui ont quand même une certaine... c'est vrai. Un certain fonctionnement qui leur est propre, quoi. Ouais, en fait, je change un peu mon mode de fonctionnement et je sais pas si j'arriverais... je sais pas si je me saoulerais pas moi-même si j'étais tout le temps à faire le truc dans ton coin. À faire le truc dans mon coin, déjà que je l'ai fait avec les romans et tout ça, et là, il y a un côté... je vais faire autre chose pour quelqu'un d'autre, c'est quand même du genre, donc je suis pas complètement paumé et je m'y retrouve. Et en même temps, je m'adapte au fonctionnement de quelqu'un. Je trouve que c'est... Je sais pas, j'aime bien le faire, c'est un autre exercice. C'est dans l'apprentissage ? Ou c'est quoi ? C'est les deux. De toute façon, l'apprentissage, c'est toujours... Donc faut y aller pour l'apprentissage, ça c'est sûr. Et aussi, je suis peut-être plus surpris et moins stressé par le résultat final sur lequel j'ai pas spécialement de recul quand je suis dedans de A à Z. Là, il y a un truc de je peux aller voir le film et presque plus me souvenir de ce qu'on a fait, ou je suis toujours surpris. J'y vais avec un peu plus de fraîcheur et je dors mieux la nuit, je pense. Ouais, puis finalement t'es pas si monomaniaque que ça quand on réfléchit, puisque tu arrives à t'adapter dans le genre un petit peu, j'ai l'impression. Après, il y a plein de trucs franchement même qui pourraient me plaire où je pense que je sais pas faire, où j'apporterai rien et que je fais pas. Mais ouais, le genre c'est hyper large en termes de ton, d'univers et tout ça. Donc j'ai pas l'impression d'être
limité. J'ai l'impression qu'autant il y a des cinéastes qui font que de l'horreur, ouais, dans le noir ou dans le polar, ou je sais pas comment on appelle ça, il peut y avoir plein de choses, quoi. Et en termes entre guillemets d'industrie, ouais. Pour toi là, tu t'es en train de monter ton 3e film. Ouais. C'est quand même 3 films en 3 ans à peu près, 3-4 ans. Ouais, 5 ans. Voilà. Ouais. C'est pas mal, mine de rien, en fait, pour quelqu'un. Et c'est pas trop problème. Enfin, t'arrives à monter tes films sans trop de soucis Non, j'ai quand même beaucoup de respect pour le travail que font mes producteurs, Julien et Aimé, et tous les autres partenaires qu'on a eu à chaque fois avec les films, Christine Vachon et Killer Films, et David Hinojosa, qui sont 2 super producteurs américains qui sont venus nous aider à monter ça. Non, après je pense que je galère ni plus ni moins, que c'est peut-être un genre un peu moins commercial, mais c'est pas les mêmes montants non plus, donc je pense toujours compliqué à faire un film. Je rencontre jamais personne qui me dit ça s'est bien passé en 2 coups de cuillère, c'était hyper bien. Il y a toujours ce truc de faut garder en tête que, je sais pas, Coppola après Le Parrain, il pouvait pas monter Apocalypse Now. Et je pense qu'il y a personne de l'histoire du cinéma qui est aussi haut que lui après un truc qui est un succès critique et public énorme. C'est quasi impossible de faire le grand écart à ce point-là, et que derrière, il a dit je veux faire un truc qui est cher, certes, mais et que dans une époque qui était censée être beaucoup plus libre qu'aujourd'hui, parce qu'à chaque fois on se dit toujours qu'hier on était plus libre et tout ça, c'est juste peut-être que les films étaient plus libres, mais je sais pas si les faire c'était plus facile, ou si les gens ils étaient plus ouverts d'esprit, et les dirigeants de studio contents de partir sur n'importe quelle idée. Donc non, je pense que c'est toujours une galère. Le prochain, il est tourné en anglais aussi, du coup, parce que les 2 premiers étaient en anglais, quoi. Enfin, le premier, il y avait du français, évidemment, mais il y a quand même le personnage principal par anglais. Tout à fait. Non, le prochain, il est en français et en albanais. D'accord. Voilà. Donc... Ça se passe entre la Belgique et l'Albanie, c'est ça ? Exactement. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'histoire ? Ouais, c'est l'histoire d'un jeune Albanais qui vit du racket pour le compte d'un caïd local, qui va tomber amoureux d'une peintre d'origine turque. Minimaliste. Ouais, vraiment. Vraiment. Jusque dans le pitch. Ouais, c'est vrai, c'est pas beaucoup plus que ça. Une sortie pour quand ? Aucune idée, je sais pas du tout. Et quel type de budget là-dessus ? C'est très très petit, c'est le plus petit que j'ai jamais eu. D'accord. Mais c'est... Je sais pas, c'est chouette. Après, c'était une approche un peu différente. Enfin, dans ma tête, après, c'est vrai que ça reste effectivement minimaliste, avec peu de personnages et le même genre de situation, mais dans ma tête, j'ai vraiment pas l'impression de faire la même chose. Donc, je pense que c'est ce qui compte, que je m'épanouisse dans ce que je fais, que chaque film soit un nouveau défi artistique, visuel et tout ça. Là, c'est aussi ton premier scénario original. Ouais, ça c'est vrai. Aussi, donc une pression supplémentaire. Ouais, j'y pense pas trop. Mais ouais, sans doute. Ouais. On verra comment ça fonctionne ou pas. Je m'en voudrais en fait de pas demander à quelqu'un, on va dire au moins que tu es très productif, vu ton CV. C'est quoi comment tu travailles ? Est-ce que tu as des horaires ? Est-ce que tu fais des fiches ? Non, c'est pour ça, c'est ça qui est bizarre, parce que souvent, très productif, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de... J'ai travaillé pendant longtemps sans qu'il y ait rien qui sorte, et donc parfois on est rattrapé. C'est un peu le calendrier des sorties, c'est pas du tout le calendrier de travail. Il y a des trucs que j'ai écrits je sais pas, 6 ou 7 ans qui étaient bloqués, d'un coup ça se fait, on sait pas trop pourquoi, c'est assez aléatoire. Et non, je suis très bordélique dans le boulot. Assez laborieux, je suis très mal organisé, les fiches et tout. Si j'ai des notes et des fiches partout, mais je les perds, je les retrouve, c'est vraiment pas... c'est plus foisonnant que je sais pas, chirurgical. D'accord. Le modus operandi, donc je sais pas, j'ai pas trop de... Non, j'ai pas trop de règles, j'ai des horaires... je dors pas beaucoup, après ça c'est un peu un hasard biologique. C'est la constitution, quoi. Ouais, mais j'ai pas de... Je peux perdre 2 heures à rechercher une image sur Google. Enfin, j'ai pas de rythme de productivité. Le seul truc qui compte pour moi, c'est d'être concentré mentalement, même si j'avance pas à ce que je fais. J'ai appris
à lâcher prise. Je suis juste une journée ratée, c'est une journée où je n'étais pas concentré, où mentalement j'ai fait autre chose. Mais en termes de juste d'être prolifique et efficace chaque jour, je dépense beaucoup de l'énergie en rien, mais chaque ce rien, ça va me revenir autrement. Et j'ai pas de... C'est une logique de processus créatif. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas une logique de nombre de pages quoi. ou de deadline. Ou c'est pas trop mon... Je sais qu'il y a des auteurs qui fonctionnent bien comme ça. Moi, j'arrive pas spécialement. Oui, le fameux truc de Stephen King qui dit qu'il doit écrire 5 pages, pages par jour. Ou je sais pas quoi. Moi, je peux trouver une idée une journée, j'aurais rien écrit, mais j'ai l'impression qu'elle va tenir et que je vais y arriver. Comme je peux écrire, je sais pas, peut-être un grand nombre de pages, mettons 5, et que ce soit de la merde, et je vais tout jeter à l'arrivée, ou c'est vraiment un truc automatique, sans âme. Il faut juste que je sois concentré, mais habité par ce que je fais, et ça, c'est les bonnes journées, et les journées où il y a autre chose qui me prend la tête, généralement, même si j'avance, dans les faits, c'est pas des très bonnes journées. À l'arrivée, je sais que je vais rien... Il y a rien qui va en ressortir. Pour en revenir à Sons of Philadelphia, par exemple, t'as mis combien de temps pour écrire l'adaptation ? Ouais, par exemple, c'est mon plus vieux projet, je pense, à l'écriture. En tout, j'ai dû mettre... ça doit faire il y a 8 ans, j'ai dû commencer cette histoire. D'accord. Oui, mais tu le réécrivais à chaque fois, c'est ça ? Ouais, il y a ça, il y a... ça s'est pas monté 15 fois, enfin ça, c'était une bonne grosse galère à faire, et à la fin... les producteurs compris, que je remercierai jamais assez, qui ont pris beaucoup de risques à un moment sur un genre qui était compliqué, où les gens aimaient le scénario mais voulaient pas y aller. Enfin, il y a un moment, c'est quasi 8 ans de boulot, quoi. Et en fait, quand tu fonctionnes comme ça, peu importe quelque part que ça finisse dans un scénar de quelqu'un, que ça finisse dans ce que tu veux faire toi, ou même dans un livre, en fait. C'est-à-dire, il y a quand même, t'as ces 3 casquettes-là, donc tu peux y aller, et je dis pas que tu sélectionnes parfois, les idées, hein, mais... Sur le moment, j'ai l'impression que je sais si ça doit aller à quelqu'un, si je le garde pour moi et tout ça. Et à l'arrivée, ouais, ça finit jamais comme... comme ce que tu avais prévu. Ouais, c'est ça. J'ai toujours une idée précise au départ, mais ça fonctionne jamais. Donc, c'est plan B ou plan C, puis après on change. Il y a des trucs qu'on veut plus les faire, et puis finalement, ça revient. Et je suis pas trop psychorigide par rapport à ça, ouais. Et est-ce qu'il y a eu, sur Sons of Philadelphia, est-ce qu'il y a eu des réécritures en fonction du budget où tu t'es senti un petit peu... Ouais, forcément. Ouais. Après, c'était déjà un truc tellement ramassé, puis c'était le côté... quasi une pièce de théâtre qui m'intéressait, donc j'ai pas trop souffert de ça. Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, moi je trouve il y a des scènes d'action, donc là je vais pas les spoiler, donc j'en parlerai pas, qui sont très bien mises en scène, mais il y en a très peu en fait. Tout est vraiment, t'as raison, c'est tout à fait théâtral. Ouais. Et il y a eu combien de jours de tournage ça Il y en a eu 24. Ah ouais. Donc c'est très peu en fait. Ouais. Okay. Ça va avec le budget, quoi. Ouais, après c'est des normes. Enfin, donc à Philadelphie et en Belgique. Ouais. D'accord. Il y a que en, je sais pas, je sais plus, mais c'est après ça veut rien dire parce qu'il y a des pays où on tourne moins, mais les heures sont rallongées. Donc, mais oui, c'est un délai sportif, on va dire. Sportif, court. Ouais. Okay. Comment est-ce que, peut-être pour terminer un peu sur tout ça, en fait, comment est-ce que tu vois une sortie justement comme Sons of Philadelphia, qui est quand même, bon là il sort sur 150 copies, il y a quand même... alors Joel Kinnaman, c'est un acteur qui a eu en fait une plus grosse percée à une époque que maintenant, mais par contre Matthias Schoenaerts, c'est quand même, il s'impose mine de rien. Quelles sont... alors c'est un peu compliqué de poser cette question, mais tes attentes éventuelles par rapport à ça, et ce que ça pourrait t'apporter, on va dire, à toi, si ce n'est en cinéaste, enfin en termes artistiques, en termes de crédibilité, j'en sais rien. Non, j'attends, enfin... Moi, million d'entrées. Non, j'attends rien des entrées, j'y connais rien et tout ça. C'est sûr qu'on souhaite toujours que ça marche, mais je sais pas si, enfin, j'attends juste que le film parle aux gens, en fait. Je me rends pas compte, j'ai pas d'attente. En fait, il y a ce truc de, je sais pas si chacun autour de cette table, on a peut-être, je sais pas, sur les 20 films préférés qu'on a ou qu'on pourrait avoir, on a peut-être quelques-uns en commun, pas d'autres, mais je suis quasiment sûr qu'il y en a très peu qui ont cartonné en salle et qui ont été un carton critique le jour où ils sont sortis. C'est possible, mais c'est aléatoire. En vrai, on ne sait pas, quand on découvre les films, où on a tendance à oublier ce qu'ils ont fait. Est-ce que ça a très bien marché ? Est-ce que ça a été un... Donc c'est... Fight Club, par exemple, qui était un échec total. Il paraît que c'était... J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, que ça avait été... Même que les gens, genre en critique, c'était un enfer.
Donc je pense que même moi, il y a plein de films que je juge à chaud, que j'aime pas, après j'aime mieux. Après on a, je pense, un dialogue avec les œuvres qu'on regarde tout au long de notre existence, et à l'arrivée, moi franchement, que ça plaise aux gens et que les gens qui ont mis des sous dedans se remboursent et que éventuellement je puisse faire un autre film, franchement c'est les seules attentes. Après je fais pas de grosses comédies, je peux pas vraiment attendre des gros scores. Ouais, et puis je peux pas dire aux gens allez, après ça dépend de si les gens aiment bien ce genre-là ou aiment bien les acteurs, qu'ils aillent le voir pour ça et puis qu'ils se fassent leur propre opinion. C'est plus ça que. Mais il n'y a pas justement pour toi la tentative à un moment donné de se dire je peux faire des films plus gros que ça? Si je sais pas si je le mérite, si à un moment ça fait sens économiquement dans ce que j'ai envie de raconter et tout, pourquoi pas, mais j'ai pas un projet dans les cartons qui est déjà écrit ou qui est un truc que je rêve de faire et qui coûte une fortune. Donc je pense qu'entre faire un truc je sais pas, à 100 millions de dollars et ça va me prendre 5 ans de ma vie, ou vous tournez 5 films à l'arrache et j'ai carte blanche, je prends les 5 films à l'arrache, c'est sûr et certain. Donc non, j'ai pas d'exigence particulière, je souhaite que ça marche le mieux possible et que ça plaise aux gens qui aiment ce genre de film, et puis que ça puisse éventuellement parler aux quelques-uns qui vont se retrouver par hasard dans la salle parce qu'ils trouvent que Mathias et Joël sont très beaux, ou parce que la séance de l'autre film était pleine. Mais non, sinon, j'ai pas d'attente en particulier. Très bien. Une dernière question. Je sais pas si non, je pense qu'on a fait le tour. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, Son of Philadelphia, vous pouvez le voir au cinéma à partir de ce mercredi 26 mai. Et le film est également visible dans la sélection du festival Reims Polar en ligne du 26 jusqu'au 30 mai. Ça, le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Jérémy, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Stéphane, Eric, Alain, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci Clémence. Merci Clémence. Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner à notre flux RSS. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent, et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions. Et puis si ça vous a plu et que vous aussi vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rendez-vous sur le Tipeee de Capture Mag, tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans quelques jours. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain.